Maître, vous êtes? Je suis maître Grégory Thuan Di Dieudonné. Je suis avocat au barreau de Strasbourg. On vous voit ici dans un très grand procès qui oppose le docteur Eugène Rwamucho à la République rwandaise, mais aussi face aux lois internationales, notamment les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, tout ce qu'on cite. Quelles sont vos impressions après cette audience très courte? Alors, le docteur Eugène Rwamucho fait face au ministère public de la République française. Hein, ce n'est pas, son adversaire principal, c'est le parquet, les avocats généraux, l'accusation française. Donc en France, ce n'est pas le ministère public rwandais, puisque le ministère public rwandais a demandé son extradition et que la France a refusé son extradition il y a de cela des années. Donc nous avons passé 22 jours, aujourd'hui c'est le 22e jour d'audience dans ce procès depuis le 1er octobre 2024. Mes impressions, c'est que le docteur Rwamucho, par son attitude, je le crains, s'est condamné lui-même. Il n'a jamais voulu vraiment répondre à toutes les questions posées par les jurés, par la Cour, par les parties civiles et par l'accusation. Je crois que sa défense, ses avocats ont fait tout ce qui était en leur pouvoir. Ils l'ont plutôt bien fait pour le défendre des accusations de génocide, complicité de génocide, entente criminelle, crime contre l'humanité et complicité de crime contre l'humanité. Aujourd'hui, maître, qu'est-ce que vous dites quand on sait que tout ce qui est témoignage, depuis le TPIR, le Tribunal pénal international pour le Rwanda, plusieurs personnes, docteur Rwamucho, que ce soit le Premier ministre dont on parle, Kambanda. Jean Kambanda, ils disent qu'ils ont obtenu, ou le TPR aurait obtenu certains aveux sous des promesses, et il existerait des documents. Est-ce que vous trouvez la crédibilité des documents? Alors nous avons entendu Jean Kambanda en visioconférence depuis son lieu de détention au Sénégal. Il nous a longuement expliqué la situation, mais à la vérité, je dois vous dire que son témoignage n'était pas très convaincant. Il était assez confus, très confus. Il est revenu plusieurs fois sur ce qu'il disait. Et à la fin, il existe un doute très sérieux sur la sincérité, je pense, de sa déposition. Peut-être pas tout son contenu, mais nous ne saurons pas la vérité puisque la justice est passée et il a été condamné à la peine à perpétuité. Et nous savons que nous sommes Congolais, mais généralement, l'opinion pense qu'il y a instrumentalisation de la justice française. Et pourtant, nous savons que le socle de la justice française, c'est bien l'indépendance du juge. Oui. Qu'est-ce que vous en dites quand on sait que c'est une manipulation, certaines Oui. opinions? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu ce mot, manipulation. C'était un des arguments principaux de la défense du docteur Eugène Rwamucho. Écoutez, moi je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que l'enquête d'instruction pénale a duré quand même 13 ans, 15 ans avec l'appel, et que de très nombreux actes d'instruction ont pu être demandés par la défense. Tous les témoins de la défense ont pu être entendus, ils ont pu déposer. Je n'ai pas perçu, si vous voulez, au cours de cette audience, une réelle manipulation des témoins de l'accusation ou de la partie civile et également des témoins de la défense. Je pense qu'on peut faire confiance à l'indépendance et à l'impartialité de la justice française, d'autant plus que je vous rappelle que ce ne sont pas des juges professionnels qui jugent à la cour d'assises, ce sont 3 juges professionnels, certes, mais accompagnés de 6 jurés citoyens français qui n'ont absolument aucun compte à rendre de près ou de loin à l'autorité française et à l'autorité rwandaise. Et maître, parce que vous parlez de cela,
est-ce que vous ne trouvez pas que leur affirmation des personnes poursuivies dans cette affaire qui touche bien le monde, le génocide des Tutsis au Rwanda, vous ne pensez pas que leur affirmation est vraie? C'est celle qui dit que la guerre ou le génocide, c'est le fait du FPR, dirigé par le président Paul Kagame. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est cela qui est à la base des problèmes quand on voit les Rwandais ou tout particulièrement pourchassés à travers le monde? Et les Français, par exemple, le chef d'état-major particulier du président Mitterrand, se dire en insécurité sur le sol français parce qu'il craint d'être tué par le président Kagame et qui l'aurait fait dans d'autres circonstances. Vous n'avez pas tout ça? Est-ce que vous ne trouvez pas que Ça a été un débattu, problème? oui, ça a été débattu, hein. On en a beaucoup parlé, beaucoup parlé. C'était un des arguments de la défense également, de déplacer, si vous voulez, un des problèmes. Il est vrai, moi je suis convaincu qu'il y a de très graves problèmes au Rwanda avant 1994 de la part du FPR, notamment en 90 et puis en 93. Je suis persuadé qu'il y a eu des massacres de la part du FPR. Il y a eu des exactions. Il y a certainement eu une violation du droit international humanitaire avant 1994 et même après 1994. Mais si vous voulez, on n'est pas là pour juger des crimes d'une autre personne. On est là pour juger des crimes du docteur Eugène Rwamushyo. On doit répondre à la question, a-t-il participé intellectuellement et physiquement à la machine génocidaire contre les Tutsis du Rwanda? C'est ça la question. Vous pouvez très bien ensuite faire un autre procès contre les autorités de Kigali actuelles. Et il y a de graves problèmes, c'est documenté, il y a des ONG qui le disent, notamment la Fédération internationale des droits de l'homme, qui est très inquiète de l'autocratie que pourrait former actuellement la société, les autorités rwandaises. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le génocide, la machine génocidaire intellectuelle qui a abouti à 800 000 à 1 million de morts, dont la très grande majorité sont des Tutsis. Parce que vous parlez des Tutsis, ils disent que ce n'était pas que les Tutsis, les Tois et les Hutus. Vous les défendez pas? Non, je pense qu'effectivement, on ne sait pas en fait. On a encore, au niveau des statistiques, on n'a pas de véritables chiffres sur combien de Hutus ont été tués. Moi, je suis persuadé que les Hutus ont tué beaucoup de Hutus modérés pour faire peur à la population, puisque n'oubliez pas que le message du président de la République, n'est-ce pas, qui est venu le 19 avril à Boutaré, son message, c'était quoi? C'était de dire, attention les modérés, ceux qui sont modérés, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Et si vous êtes contre nous, alors vous êtes le même ennemi, le même cafard, le même serpent que l'ennemi Tutsi. Donc il ne faut pas l'oublier ça. Il y a eu beaucoup de Hutus qui ont sauvé des Tutsis aussi. Moi j'ai mes clients, certains de mes clients ont été sauvés par des Hutus, par des vieilles femmes Hutus ou des vieux monsieur Hutus qui les ont pris et qui les ont sauvés de l'horreur. Et ces mêmes Hutus modérés ont été tués, mais par les miliciens Interahamwe qui étaient composés de Hutus, et non pas de déplacés ou d'infiltrés du FPR, comme a tenté de nous le faire croire, notamment les témoins du docteur Eugène Rwamushyo. Maître, déjà, tout en vous remerciant de nous avoir accordé ce temps pour nos médias Exprima Télévision et HK2B Télévision, distingué KM, je me suis fait le devoir de me déplacer, de vous demander enfin, avant de terminer, prenons deux scénarios. Si aujourd'hui la Cour innocente, le docteur, qu'est-ce que vous ressentriez, que feriez-vous? Mais aujourd'hui, si la Cour le condamne, à quoi vous attendez exactement? Alors, deux hypothèses, effectivement. Si le docteur Eugène Rwamushyo est acquitté, vous savez que le parquet général a la possibilité de faire appel. Et je ne doute pas que le parquet général fera appel si jamais le résultat ne lui satisfait pas. Et dans l'hypothèse inverse, si le docteur Rwamushyo est condamné, et moi mon sentiment c'est qu'il le sera, alors il a la possibilité de faire appel.
c'est son droit, c'est un droit fondamental. Ça fait partie du droit à un double degré de juridiction. Et je suis persuadé qu'il n'hésitera pas à exercer ce droit. Nous vous remercions, Maître, à moins que vous ayez quelque chose à dire par rapport à tous ceux qui voient de loin et qui se donnent n'importe quelle idée, particulièrement les Congolais qui pensent que la France est complice, et ainsi de suite. Et Oui, allez-y quand même oui. sur ça. Non, je pense qu'il ne faut pas se tromper de cible. D'accord. Il y a certainement, très certainement, moi je ne suis pas un spécialiste de la région du Kivu, hein, n'est-ce pas, et de l'Est du Congo. Mais je sais pertinemment, parce que c'est documenté, qu'il y a eu des massacres et qu'il y a encore des massacres, des exactions, au préjudice notamment de la population civile congolaise. D'accord ? Et je pense que la communauté internationale devrait faire son travail, c'est-à-dire enquêter dans le cadre de la lutte contre l'impunité des auteurs. Ça, c'est tout à fait clair. Que les auteurs soient congolais, rwandais ou d'une autre nationalité, peu importe. Ce qui importe, c'est de lutter contre l'impunité des auteurs. Mais je pense que les Congolais ne devraient pas se laisser avoir et ne pas voir que le centre de la question, c'est sur le génocide de la machine génocidaire qui existait en 1994. Voilà. Qui a fait quand même un génocide au Congo, plus de 15 millions aujourd'hui. Ah, vous avez des chiffres qui vous fait penser que c'est... Les Nations Unies en parlent, les organisations, les structures internationales en parlent sur les RDC, le rapport Mapping et les autres. C'est sur le... Vous parlez de quoi là? Je parle du génocide congolais. Ce qui se fait quand même au Congo. Je disais que vous parliez du génocide au Rwanda, mais qui a fait quand même le génocide au Congo aujourd'hui. Oui, alors génocide, pour l'instant, il n'y a pas de... Il n'y a aucune organisation internationale qui a utilisé ce mot, hein, attention. Hein. Oui. On parle de massacre. Moi, je pense qu'on est dans le domaine du crime contre l'humanité, oui. Notamment dans certains camps, hein, où on a retrouvé vraiment des civils exécutés. À qui la faute? Est-ce que ce sont les mouvements insurrectionnels ou contre-insurrectionnels? Est-ce que ce sont les agents du Front de libération du Rwanda qui sont très lourdement armés également par notamment certaines voix disent par le gouvernement de Kinshasa? Ou est-ce que c'est à l'initiative des membres du mouvement qu'on appelle le M23 qui aurait des liens organiques avec Kigali? Il y a des gens qui passent par la France et qui rejoignent le mouvement via Kigali, comme Franck Diongo et alors attention au fantasme. Ouais, attention au fantasme. Oui. Attention au fantasme. Oui. Si on veut être sérieux, il faut que ça soit documenté. D'accord. Moi, je ne suis pas un expert suffisamment informé et formé pour répondre à ces questions-là. Mais la question, c'était sur la machine génocidaire qui existait en 1994. Voilà, c'est ça le procès Rwamushio. Si vous voulez parler d'autre chose, alors je crains que ce n'est pas sa place et ce n'est pas un bon argument de la défense, parce que ça vous fait apparaître comme quelqu'un qui ne veut pas faire face à ses responsabilités. Ça fait apparaître les autres. Moi, je reste journaliste. Oui, mais c'est pas le bon forum. Oui, mais c'est pas le bon forum. Oui. Si vous voulez parler de ça, alors c'est dans le cadre soit de travaux scientifiques, soit des Nations Unies, soit avec des personnes compétentes. Ici, la cour d'assises en France, elle n'a pas été saisie de la question. Elle n'est pas compétente pour répondre à votre question sur qu'est-ce qui s'est passé après 1994 au Congo, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez ? Il ne faut pas se tromper de combat, il ne faut pas se tromper de cible, il ne faut pas se tromper de personne. Nous vous remercions, maître. Je vous remercie. Au revoir.